Bonsoir à tous. Les parlementaires camerounais sont en conclave depuis ce mardi. La priorité de cette session étant l'adoption du budget 2018 en hausse de plus de 100 milliards de francs CFA. Ce projet de budget sera cependant voté dans un contexte marqué par la conjoncture internationale et la crise sécuritaire qui frappe plusieurs régions du pays. Dans ce climat tendu, en dépit des admonitions pour une accalmie, le parti au pouvoir a décidé de recadrer certains de ses militants dont la prise de parole publique violait les idéaux de la formation de l'homme du renouveau, dont la rigueur et la moralisation sont d'ailleurs quelque peu mises en cause ces derniers temps avec un marqueur ou un indicateur, la sous-consommation des budgets d'investissement public qui pour beaucoup pose en toile de fond la probité dans un environnement gangréné par la corruption. Ces sujets et bien d'autres seront en une de cette édition Un fauteuil pour vous, émission d'entretien sur la télévision du monde, et j'aurai le privilège d'en parler avec notre invité ce soir, qui est nanti d'une maîtrise en droit des affaires, avocat au barreau du Cameroun, ex-trésorier de l'Ordre des avocats du Cameroun. Il est par ailleurs conseiller municipal de la commune de Ndom, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et membre de plusieurs organismes et organisations. Maître Joseph-Claude Biliga est l'invité d'un fauteuil pour vous ce mardi sur LTM Télévision. Bonsoir maître. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce mardi. Et comme c'est d'ailleurs de coutume à l'entame de ce programme, y a-t-il des questions sur lesquelles maître se sentirait moins à l'aise? Non, je pense que je veux... sorte d'omerta. Non, je n'ai rien à cacher. Très bien. J'aimerais qu'on commence par l'actualité du jour. C'est bien évidemment l'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre. Le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours qui fixait le cap de ces assises qui vont se tenir au palais des Verts de Ngouaekele, mais également au palais des congrès de Yaoundé. Quelle est la lecture, si vous avez eu l'occasion de suivre quelque peu ce discours? Mais j'aimerais finalement qu'on se focalise sur le budget qui fera l'objet de vote des parlementaires au cours de cette session budgétaire. Un budget en hausse, mais avec des inquiétudes pour certains. Pour ce qui est des emprunts de l'État du Cameroun, on parle de près d'un quart de ce budget qui sera consacré à la dette. Est-ce que c'est une inquiétude? Moi je pense que ceux qui sont chargés comment je peux dire ça, pas l'exécution, de la préparation du budget, prennent en compte tous ces facteurs. C'est-à-dire en se disant qu'il ne faut pas que le Cameroun soit très endetté. Mais il faut savoir que lorsqu'on vous accorde du crédit, ça prouve qu'on a confiance en vous. On ne prête pas aux pauvres, on prête aux riches. Donc on prête aux personnes qui ont la capacité de rembourser. Donc si ceux qui sont chargés de faire le budget, d'élaborer le budget, estiment qu'on peut demander et que ceux qui sont en charge de nous donner cet argent, de nous faire ces prêts, sont prêts à nous faire ces prêts, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes solvables, nous sommes crédibles. Le seul problème, c'est un risque, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on soit surendetté. Parce que lorsqu'on prend un surendettement, généralement, on hypothèque l'avenir des générations futures. Parce que généralement, les emprunts sont payés, généralement sur une longue période. Ça peut être les prêts à moyen terme, généralement rarement à court terme, à moyen ou à long terme. Et lorsqu'on dit les prêts à moyen ou à long terme, ça peut aller au-delà de 20-30 ans. Alors, imaginez bien vous que si on doit prendre de l'emprunt aujourd'hui, on va prendre des prêts aujourd'hui, pour que nos enfants, petits-enfants, ce soit eux qui soient en train de payer, peut-être dans des conditions où ce sera plus difficile, parce qu'aujourd'hui, malgré le fait que le pétrole a ses problèmes que nous tous nous connaissons, peut-être qu'aujourd'hui encore nous sommes producteurs de pétrole, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, notre production sera bâtiment zéro, sera fixé à zéro, et il sera peut-être plus difficile de pouvoir payer, et ce sera donc une charge qu'on aura fait peser sur nos enfants pour hypothéquer leur avenir. Mais sinon, moi je pense que ce budget pour moi est réaliste.
Très bien, on parlera peut-être de ce budget, mais le volet économique, on va vous épargner les subtilités de quelques économistes. Mais j'aimerais qu'on parle de la caisse de dépôt et de consignation. Il y a une loi qui a été votée sur cette question-là et les militants d'une certaine opposition représentée à l'Assemblée nationale souhaitent que l'on applique cette disposition qui pourrait peut-être recadrer le rythme d'endettement de l'État du Cameroun. Quelle est la lecture que vous en faites? Ben, moi, je dis toujours, j'ai toujours eu le temps de le dire, c'est-à-dire que lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on vote une loi, on doit pouvoir l'appliquer. Parce que la loi qui est votée, la loi qui est prise, les décisions qui est prise ne sont pas prises sur un coup de tête. Ça procède d'une réflexion à la base. Et qui dit réflexion, dit timing, dit que, lorsqu'il y a réflexion, c'est qu'il y a intérêt à ce que cette chose, c'est-à-dire cette décision, soit mise en pratique. Donc c'est un peu embêtant qu'on prenne des décisions que pour les implémenter, qu'on attende beaucoup de temps. Donc moi je pense que ceux qui avaient réfléchi pour pouvoir mettre en place la caisse des dépôts de consignation savaient bien l'intérêt de cette caisse de dépôt de consignation et qu'il est temps qu'on puisse la mettre en place. N'avez-vous pas le sentiment que c'est finalement la question des rétrocommissions qui bloque l'implémentation de cette disposition? Oh, je ne sais pas. Moi, je voudrais pas m'hazarder sur ce terrain-là. Ce n'est pas la seule décision, ce n'est pas le seul article, ce n'est pas la seule loi qui n'est pas appliquée au Cameroun. Donc, je crois qu'il y a toujours une raison que peut-être toi et moi, vous et moi, nous ignorons, mais qui existe, qui fait qu'on traîne parfois à implémenter une décision qui, au moment où on la prend, était nécessaire. Peut-être que les données ont changé immédiatement après la prise de la décision, ou bien on s'est ravisé en se disant qu'il ne fallait pas la prendre. Mais je dis que pour être sérieux, lorsqu'on prend une décision, il faut l'appliquer. Ça donne beaucoup plus de crédibilité. Parce qu'il est difficile et il est gênant qu'on accuse les autres de ne pas respecter la loi, alors que soi-même, parfois, on ne la respecte pas. Très bien. Lorsque vous avez des rapports comme des rapports de la Chambre des comptes, je vais prendre le rapport de 2015 qui faisait état de ce que près de 5 000 milliards de francs CFA, ce serait comme ça évaporé dans la nature. Lorsque vous avez de tels rapports qui justement remettent en cause l'orthodoxie en matière de gestion dans un pays, est-ce que lorsqu'on a cette Assemblée nationale qui se réunit ou ce Parlement bicaméral pour parler, pour utiliser l'expression qui convient, vous n'avez pas, vous, le sentiment aujourd'hui qu'il y a quand même l'exécutif aujourd'hui au milieu qui empêche finalement le travail du législatif? Au niveau de la Cour des comptes, vous avez dit la Chambre des comptes. La Chambre des comptes. Parce qu'on n'en a pas encore de... Il faut noter que lorsque vous lisez les rapports des Cours des comptes en France et ailleurs, vous vous rendez compte que c'est les mêmes remarques qu'on porte. On dit toujours qu'il y a un dépassement, il y a des choses qui ne marchent pas. Est-ce que ce ne sont pas des indicateurs? Alors, justement je dis d'une manière générale, lorsqu'on fait l'audit, lorsqu'on essaye de mettre en parenthèse son nez dans les comptes, on trouvera toujours quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez évoqué un autre problème, c'est celui de l'exécutif, de l'implication de l'exécutif. Moi, je pense que tout le monde le sait. Dans nos pays, dans tous les pays du monde d'ailleurs, et plus particulièrement dans nos pays, dans un système qui est le nôtre, système présidentiel, présidentialiste, si vous voulez, nous savons que l'exécutif est fort. Il n'y a pas équilibre de pouvoir tel qu'on le dit. Il y a d'un côté un pouvoir qui est fort, l'exécutif, et qui domine et le législatif, et le judiciaire. Et ça, c'est une certitude. Lorsque vous regardez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat, vous vous rendez bien compte que même l'ordre de jour est fixé avec l'accord de l'exécutif. Vous vous rendez compte que les propositions de loi qui doivent être faites par l'exécutif, par le législatif, ne passent presque jamais. Seul le projet de loi qui émane de l'exécutif passe. Ça veut dire qu'il y a quelque part une emprise forte de l'exécutif sur le législatif. Et lorsque vous venez dans notre cas du Cameroun, même pas seulement le Cameroun, vous savez que pour pouvoir être élu président de l'Assemblée nationale, vous devez faire partie du parti qui est dominant. Donc, ce parti dominant, c'est lui qui doit vous investir. Donc, en fait, vous êtes investi par un parti dont le chef est par ailleurs le président de la République.
Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas avoir les mains libres totalement. C'est le système. Très bien. J'aimerais quand même vous présenter deux pourcentages. Des pourcentages du budget d'investissement public et celui du budget de fonctionnement de l'État du Cameroun. Je précise quand même le contexte de l'élaboration de ce projet de loi qui sera soumis aux députés et aux sénateurs. On a la poursuite du plan d'urgence triennal, on a les échéances sportives de 2019, on a peut-être les échéances électorales de 2018, on a également les facilités élargies du crédit du Fonds monétaire international. Alors, lorsque vous avez des priorités ou des pressions comme celle-là, est-ce que le pourcentage 70 pour le fonctionnement et 30 pour l'investissement vous paraît cohérent? Je ne voudrais pas être péremptoire. Je ne veux pas être péremptoire pour dire ça me paraît cohérent ou pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous devons toujours faire le maximum pour qu'il y ait de l'investissement. Pour qu'il y ait de l'investissement. L'investissement est nécessaire dans un pays. Il faut bien que les demandes sont tellement énormes en termes d'écoles, en termes de centres de santé, en termes de routes, en termes d'eau et d'électricité, que l'idéal serait que le budget de la part de l'investissement soit largement supérieur à la part du fonctionnement. Mais il ne faut pas non plus oublier que... Pourquoi ça coince, M. Joseph-Claude Biliga? Je ne peux pas vous dire avec certitude pourquoi ça coince. Pourquoi ça coince? Il ne faut pas non plus oublier que lorsqu'on parle de fonctionnement, on y incorpore par exemple les salaires. Et vous voyez bien qu'à un moment donné, on a envie, il faut bien qu'on puisse faire des recrutements pour faire travailler des jeunes qui viennent d'entrer de terminer des études ou autres. Donc nécessairement, il y a des sommes qui sont prévues pour le fonctionnement. Mais moi je dis de manière générale, c'est anormal que la part du fonctionnement soit aussi élevée. Moi, je suis d'ailleurs surpris que ce soit comme ça. Parce que généralement, même lorsque ce n'est pas équitable, généralement, ce n'est pas équilibré, l'investissement n'est pas très éloigné du fonctionnement. Parfois même, c'est l'investissement qui est plus élevé que le fonctionnement. Que vous me dites que le fonctionnement est 70%, ça me surprend. Alors, est-ce que cela n'est finalement pas la traduction que la lettre circulaire du président qui souhaitait une réduction du train de vie de l'État n'est pas absolument suivi par l'exécutif? Il y a des charges qui sont incompressibles dans tout budget. Il y a des choses qui sont incompressibles, les salaires par exemple. On peut diminuer l'achat de grosses voitures, on peut diminuer les déplacements, on va dire les conférences, les voyages à l'extérieur, les missions à l'extérieur, etc. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques années, pour pouvoir faire effectivement cette compression des charges, il y avait une décision qui avait été prise pour que les séminaires qui sont faits à Yaoundé ne soient pas payés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perdième. Qu'est-ce que les gestionnaires de crédit ont fait? Ils ont commencé à organiser les séminaires à Kribi, à Mbalmayo et ailleurs. C'est pas, vous comprenez? Alors, lorsque les gens vont donc en Mbalmayo, à Kribi, ce séminaire est plus cher que s'il était organisé à Yaoundé, même s'il fallait payer les perdièmes. Parce que ceux qui sont à Yaoundé sont supposés avoir leur domicile à Yaoundé, donc non pas à payer l'hébergement. Lorsqu'ils vont hors de Yaoundé, non seulement on les paye l'hébergement, mais on fait également, on les alimente d'une manière générale. Et donc, partir d'une bonne idée qui consistait à faire de l'épargne en évitant des séminaires coûteux, des perdièmes, parce que ces personnes qui vont dans les séminaires sont payées déjà comme employés de l'État. Mais en plus de ça, ils veulent qu'on leur donne les perdièmes. Lorsqu'ils vont donc hors de la ville, ça coûte plus cher à l'État. Donc je dis, il y a certaines décisions qui sont prises. Vous vous souvenez également qu'il y avait une autre décision qui avait été prise, qui disait que les voitures administratives ne devaient pas aller hors de la ville, par exemple. On voit aujourd'hui ces voitures qui continuent à aller en week-end, dans les villages pendant le week-end, que les dames utilisent pour aller au marché, etc. Et qui sont donc utilisées, pas pour le service public, mais pour l'intérêt des personnes qui gèrent ou bien qui sont des responsables dans les structures de l'État. Donc ce que je veux donc dire, c'est qu'en réalité, celui qui prend la décision de
président de la République ne peut pas être partout pour pouvoir exécuter cette décision-là. Il doit avoir des relais, des personnes qui doivent comment je veux dire ça, intégrer la vision que le président de la République a, par exemple, de la gestion de la fortune publique, et pouvoir l'implémenter. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Très bien. Vous aviez parlé tout à l'heure des dépenses liées au paiement des salaires. On a, au cours de ce premier semestre, j'allais le dire ainsi, engagé le comptage physique des agents de l'État du Cameroun. À votre avis, ça a produit quelque chose? Faut-il y croire en réalité? Ça peut avoir de l'impact dans les jours à venir, dans l'élaboration des budgets? Puisqu'on parle régulièrement d'emplois fictifs. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça se fait. Ça se fait assez régulièrement. On a eu beaucoup de... Ça sert à quelque chose finalement? Ça devrait servir à quelque chose. Dans ce sens qu'on devait pouvoir y déceler les personnes qui sont mortes, les personnes qui ont un double salaire, les personnes qui ont abandonné leur fonction ou leur poste pour aller à l'étranger. On connaît beaucoup. Des personnes qui, après, une fois qu'ils ont eu leur matricule, ont obtenu, sont partis en vacances et ne sont plus jamais revenus, mais continuent à percevoir les salaires. Donc, toutes ces actions-là visent à dénicher ces personnes-là et donc à avoir un gain au niveau des salaires qui doivent être payés. Mais je dis seulement, c'est pas seulement au Cameroun que ça se passe, moi je trouve ça régulièrement dans plusieurs pays africains et ailleurs. Mais la gabegie au Cameroun atteint des proportions inquiétantes. C'est inquiétant, je suis d'accord avec vous. J'aimerais qu'on parle de tout à fait autre chose à présent. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, peut-être avec cette question de prime abord. Vous étiez au courant que M. Kouété était à Douala la semaine dernière? Malheureusement non. J'étais engagé dans mes occupations au niveau de mon église. Je suis de l'EPC, je suis ancien d'église. J'ai vraiment pas eu le temps de suivre beaucoup l'actualité, je m'en excuse. Alors, y a-t-il aujourd'hui des prises de parole conditionnées au sein du RDPC? Je ne sais pas. Je sais que j'ai lu dans un journal, dans les journaux, on disait qu'il était interdit à un de nos camarades. Mais vous avez compris, vous arrivez à comprendre au moins ça, vrai ou faux en tout cas? Mais je veux dire qu'il faut quand même avoir... C'est un retour de la dictature au sein du Non, il faut quand même avoir une chose, quoi qu'on dise, hein, et je le dis en toute objectivité. Je crois que le RDPC, c'est l'un des partis qui laisse beaucoup plus de liberté à ses militants. Vous ne verrez jamais les membres d'autres partis politiques sur le plateau de cette télévision parler mal de leur parti politique, de leur leader. Il n'y en a pas. Peut-être parce que leur leader n'est pas le gestionnaire de la fortune publique. Plusieurs fois, j'ai été plusieurs fois sur le terrain, sur les plateaux de télévision, avec des personnes qui sont tellement... comment je dis ça, sévères, c'est même pas le thème que je peux dire. Est-ce qu'ils ne poussent pas la philosophie du président du parti qui, lors d'un congrès, indiquait qu'il devait s'attaquer aux voleurs à col blanc? Non. De quoi parlons-nous? Vous me demandez si le RDPC... Non, puisque très souvent, ces gens... Je reprends à une question. La question est celle-ci. Oui. Est-ce qu'au RDPC, je veux dire que ce n'est pas la dictature qu'on est en train d'imposer en demandant aux membres du parti de ne pas parler? Je dis... Ou de recevoir l'accord. De recevoir l'accord. Je vous dis donc que au niveau des autres... lorsqu'on regarde de manière objective, on a l'impression que le RDPC est beaucoup plus libéral, permet beaucoup plus à ses militants de s'exprimer que les autres partis, le SDF par exemple. Parce que lorsque vous entendez ce que les gars de SDF disent, personne ne s'est attaqué à John Fundi. Personne ne s'attaque pour les gars de MRC. Tout le monde, même sur les réseaux sociaux. À votre avis, on quand vous lisez... Certains de vos camarades s'attaquent aux autres, pourquoi? Peut-être parce qu'ils gèrent mal l'argent de l'État. Est-ce que ceux qui sont dans les autres partis ne posent pas des actes négatifs? Lorsqu'on a parlé de ce problème de 14, je sais pas, de 5 milliards, je sais pas quoi, avec le code pénal, avec le monsieur avec le professeur Kamto, c'est pas de la fortune publique? Vous avez entendu un seul membre du MRC parler mal de ça? Tous ont soutenu. Mordicus, mes confrères et autres, le professeur comme c'était des allégations le professeur, non, c'était pas bien fondé, le professeur Kamto, tout le monde, ils l'ont soutenu. Parce que certains ont peur. S'ils ne soutiennent pas demain, peut-être qu'ils vont, ils seront comment débarquer de leur poste ou bien du parti. De la même manière avec le SDF, il y a quand même des actes que le chairman a posés, qui sont des actes qu'on peut condamner,
que donc on peut critiquer, mais tu n'entendras jamais le critiquer, jamais. Il va tout dire du président de la République, président Biya, il ne parlera jamais de son parler de président, parce qu'il sait que l'article 8 est là. S'il essaie de parler, on va appliquer, il sera plus membre du parti. Donc je vais dire que je comprends, certes, je ne suis pas d'accord qu'on empêche les gens de parler. C'est pas normal. On a donné la liberté d'expression, mais nous devons tous avoir ce que j'appelle, tout en exerçant cette liberté, que nous puissions avoir une liberté responsable. Qu'on sache qu'en fait, les mots sont plus forts, sont plus dangereux que les armes. Donc ce qu'on doit dire, on doit pouvoir être mesuré, pour dire ce qui doit être dit d'une manière parfois policée, pour ne pas heurter, pour ne pas faire du mal. C'est tout ce qu'on me demande. Très bien. J'aimerais qu'on dise un mot à présent sur le barreau du Cameroun. Le mandat du bureau actuel est arrivé à terme depuis le mois de janvier 2017. Que se passe-t-il au barreau, Maître Joseph-Claude Biliga? Oh, rien de particulier, hein. Je le dis en toute honnêteté, je n'aime plus parler de barreau. J'ai occupé de hautes fonctions au barreau, vous le savez très bien, pendant longtemps. J'ai été parmi les 15 membres du Conseil de l'ordre pendant pratiquement 7 ans. J'ai été trésorier de l'ordre des avocats. Et donc, à un moment donné, je prends un peu de recul pour ne pas avoir à intervenir longtemps beaucoup sur mes confrères qui ont pris la suite. Est-ce que ça pose pas un problème de légitimité? Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas la première fois. Il n'y a aucun mandat qui s'est achevé au jour J. Aucun. Sauf que, il n'y a pas eu. Sauf que ce mandat devait s'achever en janvier. Vous me posez une question, je vous réponds. Nous sommes en novembre. Je vous réponds. Je vous ai dit que j'ai fait 2 mandats. Le premier mandat est parti de 2008, je crois, de novembre, sauf si je me trompe, en août 2012. Le premier mandat. Vous savez combien de temps? Plus de 3 ans. Près de 4 ans. Il est vrai qu'il y avait des problèmes entre le président de l'Assemblée générale et le bâtonnier. Mais ça fait quand même ce temps-là. Le deuxième mandat, le plus récent, est parti de août, du mois d'août, au 31 janvier. De août 2012, c'est ça? Oui, 2012, au 31 janvier 2015. Ça fait plus de 2 ans. Alors, je voulais parler d'abord des antécédents, des précédents, je veux dire. Maintenant, pour dire ceci, le responsable actuel du barreau, le président de l'Assemblée générale, qui est celui qui officiellement convoque l'Assemblée générale, a déclaré, a écrit, je crois l'avoir lu, que compte tenu du contexte socio-politique qui est au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, il ne pense pas qu'il est grand temps qu'il soit nécessaire de faire les élections actuellement. C'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Chacun peut en faire ce qu'il veut. Mais moi, par contre, ce que je pense, je peux me tromper, qui pourrait justifier, et légitimement, en fait, ce qui le fait qu'on ne soit pas allé aux élections à prison, c'est que l'année dernière, en décembre 2016, l'actuel bâtonnier a été élu président de la conférence internationale des barreaux de transaction juridique commune, qu'on appelle la CIB. C'est le barreau francophone qui y sont, de tous les pays du monde, pratiquement, de tous les continents. Et en décembre, du 5 au 10 décembre 2017, il va descendre de charge à Haïti, à Port-au-Prince ou à Haïti. Je crois que légitimement, il aurait pu penser. En disant, c'est quand même normal que lorsque, comme j'étais bâtonnier et on m'a confié une charge, il faut que je l'amène jusqu'au bout. Et qu'à la fin de mon mandat de président de la CIB, que je puisse remettre peut-être mon mandat de bâtonnier camerounais en place. C'est la réflexion que je fais, vraiment d'une manière simple, hein, je le fais de manière, c'est ce que je me suis dit. Parce que l'argument selon lequel il y a des troubles au nord-ouest, sud-ouest, pour moi, est relativement léger. Pourquoi? Parce que les 7 peuvent durer 3 ans, 4 ans. Est-ce à dire que tant qu'il y aura les troubles là-bas, maintenant qu'en réalité, il y a cela 1 an, ces troubles étaient moins graves qu'aujourd'hui. Donc faudrait-il attendre le jour où, peut-être que, je ne sais pas quoi... Donc l'argument de Maître Nico Allais, évoqué par la presse, c'est suffisamment léger. Je n'ai pas dit qu'il est suffisamment léger. Je fais une analyse. Je dis, si l'argument c'est le problème qui est, les troubles qu'il y a dans le nord ou le sud-ouest, dans 2 ans, dans 3 ans peut-être,
que il y aura toujours pas élection. C'est pour cette raison que moi je vais donner l'argument qui pour moi semble plus plausible. C'est lui qui voudrait que le bâtonnier actuel, qui est président de l'Assemblée, qui est président de la conférence nationale des barreaux, puisse remettre son mandat, puisse se décharger de ses fonctions du 5 au 10 lors de la conférence qui aura lieu à Port-au-Prince, à Haïti, le mois prochain. Il est fort probable que ce soit la raison, et pour moi, si cette raison est évoquée, elle peut être considérée comme une raison légitime. Je vais rester sur cette question, Maître Joseph-Claude Biliga. Est-ce que les textes du barreau sont suffisamment clairs sur cette question? Mais tous les textes sont clairs. Les textes du barreau disent que c'est après 2 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est après 2 ans, il n'y a pas d'élection, il y aura une légitimité. Tant qu'il n'y a pas de un nouveau vote, de nouveaux dirigeants, ceux qui sont en fonction continuent normalement. C'est ce que les textes disent. Donc il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas de légitimité. Non, il n'y en a pas. Donc d'une certaine façon, vous n'avez pas le sentiment que pour un mandat qui est arrivé à expiration, pour celui du bâtonnier depuis janvier 2017, on en est quasiment au mois de novembre aujourd'hui, vous n'avez pas légitimé une cacophonie au sein du barreau? Mais pourquoi vous parlez de cacophonie? Moi, je vous ai parlé des cas précédents, des antécédents. Je vous ai dit que le mandat du bâtonnier Tabesson a duré 3 ans, pratiquement 4 ans. Pour des hommes de droit, vous ne trouvez pas que c'est... Le problème que vous posez, compréhensif? est-ce de savoir, est-ce que lorsqu'au bout de 2 ans, au terme du mandat, il n'y a pas élection, la personne qui reste au pouvoir, enfin, qui reste en fonction... Mais est-ce que les textes sont évasifs sur la question? Je vous ai répondu. Est-ce que c'est suffisamment clair ou évasif? Alors, vous voulez m'obliger à vous dire que c'est évasif? Je vous ai dit que les textes sur ce point sont clairs. Tant qu'on n'a pas encore fait élu un autre bâtonnier, celui qui est en fonction reste en fonction. Je vous ai dit. Très bien. J'aimerais qu'on évoque enfin un autre sujet d'actualité. On va aborder les questions thématiques relativement à la consommation des budgets d'investissement public. C'est une réelle problématique au Cameroun. Mais j'aimerais que vous nous donniez votre avis sur la réaction du porte-parole du gouvernement qui, vendredi dernier, a effectué une sortie pour indiquer que l'on avait interpellé 6 présumés suspects. Et du côté de Bamenda, on parle de plus en plus de terrorisme, c'est l'expression qui a d'ailleurs été employée. On est en face d'une attaque, selon Issa Tiroma Bakari, d'une attaque terroriste. Quelle réaction vous inspire la sortie du porte-parole du gouvernement de vendredi dernier? Oh, c'est pas peu fois qu'il sort. Hein. Il fait beaucoup de sorties sur le sujet et sur d'autres, c'est son rôle. Il est porte-parole du gouvernement, donc il doit pouvoir nous renseigner sur ce qui se passe dans notre pays. Moi, en tant que Camerounais, j'ai peur, tout simplement. J'ai peur qu'une petite crise, une crise qui au départ était une crise corporatiste, avocat, enseignant, qui à un moment donné est devenue une crise politique avec la forme de l'État sur le fédéralisme et autres, aujourd'hui devient une crise insurrectionnelle avec des armes. Je dis c'est grave qu'on soit en train de tuer les gendarmes, les représentants des forces de l'ordre. C'est pas normal. Sur la question, vous comprenez le mutisme des organisations gouvernementales? Alors, moi je suivis une organisation gouvernementale qui a, qui hier sur les ondes de la CRTV, qui félicitait le gouvernement camerounais. Une association, je ne sais pas quoi, camerounaise, des droits de l'homme, je ne sais pas quoi, qui le disait. Non, il faut noter une chose au niveau des organisations internationales. D'une manière générale, les organisations ne partent pas du principe que l'État a les moyens de pouvoir exercer ce qu'on appelle la violence légitime face aux autres, face aux populations parfois démunies, désarmées. Donc il est plus facile de dire à l'État, de connaître sur l'État, entre guillemets, en disant que ce que vous faites n'est pas bien, parce que l'État peut très facilement se cadrer, recadrer ses fonctionnaires de l'armée et autres, ses forces de l'ordre. Lorsqu'on va dire que les rebelles, appelons ça ainsi, ou bien les terroristes ont fait ceci, qui est terroriste? Qui est-ce qu'on identifie comme étant terroriste? C'est parce que vous comprenez. On n'a pas en face de soi une armée bien régulière. Parce que vous pouvez bien imaginer que s'il y avait en face une armée bien déterminée, bien définie, on dirait, en face, il y a eu des actions de part et d'autre. Mais les terroristes, dans le cas d'espèce, sont une nébuleuse. Donc il est difficile qu'on puisse les accuser d'avoir fait quoi que ce soit, puisqu'en réalité, à la limite, c'est même parfois même leur faire une publicité. Par contre, avec l'État, lorsqu'on dit à l'État, vous avez mal fait,
l'État a des moyens de pouvoir soit sanctionner ceux qui se sont mal comportés, soit de recadrer les personnes pour pouvoir maintenir l'ordre public sans avoir recours aux armes. Vous savez, lorsqu'il y a eu le printemps arabe, je n'oublierai jamais l'intervention de Michel Alliot-Marie, qui était, je crois, ministre soit des armées, qui était ministre français du temps de Sarkozy. Elle avait dit ceci. Elle avait dit qu'elle ne comprend pas comment les autorités tunisiennes ont mal géré cette crise, cette révolte, alors que eux, ils avaient les moyens, la France a les moyens de pouvoir, avait les moyens de les aider, de leur faire une assistance technique pour une gestion de cette crise sans casse, sans tuer les gens. C'est-à-dire que le maintien de l'ordre peut être fait. S'il y a une formation pour le maintien de l'ordre, donc on peut bien maintenir de l'ordre, canaliser les personnes qui sont même violentes, sans en tuer une, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Je vous repose donc je veux dire que lorsque cela n'est pas fait, c'est du devoir des organisations internationales de dire faites attention, vous pouvez bien maintenir l'ordre public sans avoir à user des forces de troisième ordre, comme ils appellent, etc., avec des armes, les militaires, etc., pour pouvoir tuer des civils désarmés. Très bien. Puisqu'on est dans le cadre d'un regard froid qu'on jette sur la situation, est-ce que, à votre avis, la dérive insurrectionniste qu'on peut observer aujourd'hui, qui est décriée aujourd'hui par le gouvernement, ne dénote pas simplement d'un mauvais management de cette crise à la base? Tout le monde est unanime. J'ai suivi le ministre de la Communication de dire que tout le monde s'est trompé au départ. Vous avez suivi les premières personnes qui ont eu à intervenir, les ministres de l'enseignement supérieur et autres, disaient qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème anglophone. Tout le monde a pensé, ils n'étaient même pas les seuls, beaucoup de Camerounais estimaient qu'il n'y avait pas de problème anglophone. C'est au fur et à mesure que le temps passe qu'on se rend compte qu'en réalité, le mal était si profond. Il était très profond. Et l'État est en train, à travers ce nombre de mesures, une série de mesures, de prendre des initiatives. La plus récente, c'était la descente de l'ancien Premier ministre et de l'ancien Premier ministre et de l'actuel Premier ministre dans les régions du Nord et du Sud-Ouest pour entendre la population, pour aller dans les villages, discuter avec les personnes. Le souhait de la plupart des Camerounais, de beaucoup de Camerounais, c'est que ça ne s'arrête pas là. Qui est ce qu'on appelle, tout le monde le dit, chacun a ses termes, qui est un dialogue, une forme de dialogue inclusif. Justement sur la question du dialogue inclusif. Inclusif, tu veux dire. Ça sera fait avec qui? Vu les derniers événements. Non. Écoutez. Qui devrait-on associer à ce dialogue inclusif? Le dialogue qui est en train d'être fait, au sud-ouest du Nord-Ouest, on a associé qui? Lorsqu'on envoie le ministre, le Premier ministre, la délégation dans les villages là-bas, c'est pour... Il n'y a pas un dialogue? C'est l'expression inclusive qui m'intéresse. Non. Inclusif, si le dialogue doit être inclusif, cela doit intégrer qui? Je dis, lorsqu'on a eu à faire la tripartite, par exemple, on a pris trois grands ensembles. On a pris la société civile, on a pris le parti politique, et je crois qu'on a pris le gouvernement. Dans le cas d'espèce, ce que moi je pense, beaucoup de Camerounais le pensent également, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse un dialogue paritaire ou bipartite, c'est-à-dire nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et le reste du Cameroun. Ça ne réglerait pas le problème, à mon sens. Il est question qu'on puisse identifier dans la zone de nos frères anglophones, par exemple, il y a des personnes ressources. Je parle de la société civile. Il y a les gens qui étaient dans le consortium, qu'on reconnaît comme étant des leaders politiques là-bas. Ils vont venir. On n'a pas besoin d'appeler ce que vous appelez les terroristes. On n'a pas besoin de les inviter pour aller discuter, puisque ce sont les personnes qui vont savoir se présenter comme étant terroristes. Vous connaissez qui est le terroriste? Non. Même ceux qui sont en dehors, je veux dire qui sont hors du Cameroun, qui disent qu'ils sont de là-bas empoisonnés, beaucoup ne viendront pas. Mais au moins ceux qui sont là, qu'on parle de nos problèmes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc on parle des problèmes qui sont inhérents à notre vivre ensemble, qui sont inhérents à d'autres parties du Cameroun également. Le développement, les routes, les écoles, etc. L'intégration, le fait de discuter sur le degré d'intégration tel qu'on l'a conçu. Nous sommes non pas allés très vite dans la notion d'intégration.
Nous sommes partis de l'indépendance du Cameroun oriental à la réunification en 61. De 61, il y a eu de 66, où il y a eu le parti unique qui a été instauré. À partir de près le parti unique, en 72, on arrivait à ce qu'on appelle l'unification, en laissant la fédération. Ceux de nos frères de la Sud-Ouest et du Nord-Ouest ont perdu dans cette histoire, le fait que la fédération les a privés d'un certain nombre de pouvoirs. Ils ont d'ailleurs indiqué dans beaucoup de correspondances. Je lisais encore l'intervention de l'ancien vice-président Diongo Fontia, son intervention, où ils expliquent clairement ce qu'ils ont perdu du fait de la fédération. On allait à l'unité nationale, je veux dire, c'est en 1972, avec l'unification du Cameroun. Et en 1984, on a pensé qu'on avait atteint le stade de l'intégration. Donc on est parti de l'unité à l'intégration pour qu'il n'y ait plus de Cameroun, qu'on parle seulement de Cameroun. Mais c'est là où moi je pense qu'on a commis une erreur. Parce que, en réalité, on a peut-être allé plus vite. On a oublié que le système anglo-saxon était différent du système francophone. Que ma matière judiciaire ou éducative, il y a un sous-système éducatif anglophone, anglo-saxon qu'il faut intégrer. Il y a un sous-système judiciaire qui est également qu'il faut intégrer. Je dis on allait un peu vite, pourquoi? Parce que le temps aurait pu nous permettre d'y arriver sans beaucoup de peine. Je vous donne je vous m'expliquer. Je vais m'expliquer. Imaginez-vous quand nous on entrait en sixième. C'est en sixième qu'on apprenait l'anglais pour la première fois. Aujourd'hui, nos enfants entrent dès la maternelle font l'anglais et le français. On a le BPC bilingue. On a des francophones qui envoient leurs enfants dans les écoles anglophones, anglo-saxonnes. Ces enfants ont, appelons ça ainsi, comme langue maternelle le français, mais comme langue de formation, l'anglais. Ils seront des Camerounais qui seront pas francophones ni anglophones. Ils auront donc pu régler ce problème qui se pose aujourd'hui. Lorsqu'on dit par exemple qu'au niveau des ministères, on ne parle pas français, on ne parle qu'une seule langue, on ne parle pas anglais, pas que français. Vous croyez que ces enfants qui aujourd'hui sont allés au lycée, sont allés dans les lycées bilingues, dans les écoles privées bilingues, dans le collège bilingue, mix, collège bilingue, qui sont allés à l'université de Boya par exemple, quand ils sortent demain, ils sont dans le ministère, ils ne parleront pas couramment français et anglais? Est-ce qu'il y aura ce problème où on va dire que non, dans les ministères, on ne parle que français, on ne parle que anglais? Non, ils parleront de deux langues parce qu'ils sont des Camerounais formés pour pouvoir parler les deux langues. Vous voyez donc, on aura réglé un problème de langue. On essaie de le régler en créant des centres pilotes de formation bilingue. Moi, j'en ai été, j'ai été formé dans l'un de ces centres, ici à Bonanjor, tout récemment. En fait, ça fait environ 5 ans que j'ai eu mon diplôme. Mais ce n'est pas la même chose. Mes enfants qui sont anglophones, qui ont été formés dans les écoles anglo-saxonnes, parlent couramment anglais. Tu ne peux même pas imaginer qu'ils ne sont pas anglophones. Eux, s'ils travaillent dans les ministères, ils parleront couramment le français et l'anglais. Allez dans les structures privées, dans les banques et autres. Vous ne pouvez pas savoir si la personne qui est devant vous est francophone ou anglophone. Les gens partent du français à l'anglais sans problème. Donc je veux dire qu'on aurait pu attendre un peu. Laisser que cette génération de Camerounais arrive à travers les mariages interethniques, à travers cette formation qu'on est en train de faire, à travers ce mélange, ce brassage, on arrive à un Camerounais qui ne soit ni francophone ni anglophone. Mais on a pensé à un moment donné qu'il fallait peut-être anticiper, décréter que nous sommes dans l'intégration. Et on a vécu dans cette illusion, notamment en 90, lorsque le vent de l'Est a soufflé chez nous et qu'il y a eu le multipartisme. Bien qu'on dise que le SDF c'était un parti anglophone, vous avez bien vu que le président du SDF a été un véritable challenger pour le président du RDPC aux élections. 39, quelque chose pour le président du RDPC et 36, quelque chose pour le président du SDF. Ça veut dire que les Camerounais, si on tenait compte du fait qu'il est anglophone, ils n'auraient jamais eu 36%. Puisque les anglophones ne sont pas 36%, ils sont peut-être 20%, un peu moins. Vous comprenez? Donc je veux dire qu'en réalité, on a vécu un peu dans cette illusion, en se disant que dès qu'on décrète que nous sommes un pays où on a franchi l'étape de l'unité pour arriver à l'intégration, on est intégré. Les autres ont considéré cette intégration comme étant une assimilation. Nos frères anglophones. On a commencé à prendre les tests francophones qu'on a voulu appliquer là-bas, même en matière judiciaire. Toujours dans cette démarche de l'intégration, je veux dire de ce travail qui a été fait
pour pouvoir créer le Cameroun nouveau, le Camerounais nouveau. Il y a le code de procédure pénale, il y a le code pénal, le code de travail, qui sont des codes qui sont invariablement utilisés en français, je veux dire dans la zone anglophone comme dans la zone francophone. On aurait pu continuer la réflexion pour créer un droit qui ne soit pas un droit typiquement anglo-saxon, ni un droit typiquement francophone. Venez au tribunal. Le problème semble donc plus profond. Lorsqu'on vous écoute, à quoi servira dans ce cas un dialogue? Mais le dialogue nous permet de rectifier nos erreurs. De dire on s'est peut-être trompé sur ces points. On peut aller dans cette direction. On peut, je vois dans les exemples que je donnais en justice, quand vous allez dans le tribunal aujourd'hui, dans les tribunaux, dans les tribunaux en matière pénale, les dispositions des tables du tribunal est totalement différente de ce que vous trouverez dans les zones francophones, dans d'autres pays francophones. Parce que nous avons intégré le système anglo-saxon, même chez nous, au niveau de l'audience pénale, où on parle d'examination in chief, cause examination et autres. Il y a la BR Corpus que nous connaissions pendant la zone francophone, qu'on a intégré dans le code de procédure pénale, qui provient de la zone anglo-saxonne. Donc on était en train de créer pour nous un droit hybride, un droit que je pourrais appeler typiquement camerounais. On pouvait continuer comme ça dans beaucoup de domaines. Et à un moment donné, on se retrouverait là, sans savoir qu'on était camerounais, anglophone ou francophone, on serait devenu camerounais. On aurait pu prendre le temps de le faire. C'est ce que moi je pense. Vous posez peut-être des problèmes structurels, mais j'aimerais peut-être évoquer des problèmes conjoncturels. En l'état actuel des choses, une décentralisation accélérée ou des élections de région changeront grand-chose, à votre avis? Je voudrais quand même dire une chose. J'entends dire qu'il n'y a pas de décentralisation. Non. Elle existe même avant la Constitution de 96, avant la loi constitutionnelle de 1996. Les mairies ont toujours été ce qu'on appelle les communautés territoriales, les collectivités territoriales décentralisées. Les mairies. À l'époque, quand on était jeune, on parlait de communes mixtes, de communes de plein exercice, de communes mixtes rurales, etc. Après, on commençait à parler de communes rurales, communes urbaines. C'était peut-être dans la forme. Est-ce que dans le fond et dans la pratique? Il y avait non, les conseillers municipaux étaient élus. Seulement, les maires, à un moment donné, le préfet était en même temps préfet-maire. Par la suite, on a commencé à nommer les maires. Maintenant, avec la nouvelle loi, un peu avant d'ailleurs, avec la loi de 1996, il y a une certaine liberté. C'est-à-dire qu'au niveau du choix des populations, au niveau du choix de l'exécutif communal, tout comme dans le choix des membres du conseil municipal. Donc le conseil municipal est en place. Et en plus, il y a ce qu'on appelle, il y a eu la décentralisation, il y a eu le transfert de compétences en matière de certains des ministères, je crois, doivent être 13 aujourd'hui. Ministère, par exemple, de l'éducation de base, de l'enseignement secondaire, de la jeunesse, etc., qui aujourd'hui transfèrent une partie de leurs compétences aux mairies. Extrêmement péniblement pour beaucoup. Nous sommes d'accord. Le problème au niveau des transferts, de cette décentralisation, se pose au niveau des transferts des finances. Parce qu'en réalité, les mairies se plaignent et elles ont raison. Elles n'ont pas de l'argent, elles ont des cartons. C'est-à-dire qu'en réalité, on leur dit, écoutez, on a choisi dans votre village, dans votre commune, de construire 2 écoles ou 3 écoles, de livrer 50 bancs dans telle école. Voilà l'argent que vous allez récupérer au niveau des finances pour payer les personnes qui vont construire, etc. Et ça va s'arrêter là. C'est ça le véritable problème. Et les mairies aujourd'hui n'ont pas suffisamment, ou n'ont pas, il n'y a pas eu de transfert de compétences humaines. C'est-à-dire que les mairies n'ont pas des ingénieurs, sur des mairies de bourse, entre guillemets, des ingénieurs, des cadres supérieurs qui peuvent pouvoir concevoir la marche de la mairie. Vous savez que la plupart du temps, les maires sont généralement les gens qui n'habitent même pas la commune, qui sont occupés à faire autre chose, qui n'ont pas comme principale activité la mairie. Donc il faut qu'ils aient des secrétaires généraux qui, pour le moment, sont quand même bien formés, mais en plus des cadres qui peuvent faire marcher la mairie. Malheureusement, il n'y en a pas. Très bien. Il y a le PNDP, le programme de banque participatif, qui a essayé de suppléer à cela en formant quelques cadres, en mettant sur pied ce qu'on appelle le plan de développement communautaire. C'est-à-dire qu'en aidant les communes à partir du développement des communes et en mettant donc en place les plans de développement communautaire qui impliquent, qui se fait
les quelques plans qui se font avec la participation des populations. C'est-à-dire, on réunit les gens, leur dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans votre village. Ils font des priorités et la commune fait un peu un plan de développement qu'on essaie de faire. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que depuis 1996, avec la loi Constitution de janvier 1996, on a prévu mettre en place des conseils régionaux. Dans le cadre de la décentralisation, ces conseils régionaux n'ont jamais été mis en place. C'est là où il y a un problème. C'est pour ça qu'on dit que la décentralisation n'est pas effective. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'est pas totalement effective. Sur ce volet-là, elle n'est pas effective. Très bien. J'aimerais qu'on sorte rapidement de ce sujet avec une dernière question. On a la crise à l'extrême nord du Cameroun. On a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. On a quelques problèmes avec l'est du pays et l'afflux des réfugiés qui viennent de la Centrafrique. Alors, est-ce que cette situation ne pourrait pas légitimer un cas de force majeure? En d'autres termes, est-ce qu'on n'a pas les conditions requises pour amener le chef de l'État, par exemple, à faire usage du pouvoir d'exception et donc compromettre la possibilité d'une élection en 2018? Oh, vous savez, je l'ai toujours dit, hein, quand l'histoire de Boko Haram a commencé, j'ai dit que cela impacterait négativement sur les libertés. C'est clair et net. Lorsque le Boko Haram a commencé, à l'extrême nord, il y a des mesures qui ont été prises pour éviter l'infiltration de ces terroristes dans notre pays. L'une des mesures, c'était le couvre-feu. Interdiction de circuler à une certaine heure. Non, moi j'en ai été victime. En tant que représentant du bâtonnier, je suis parti à Yaoundé, enfin, le représentant spécial du bâtonnier, je suis parti de Douala pour aller participer à la prestation de serment des avocats stagiaires de la dernière cuvée à Maroua. Le temps de partir de Douala en voiture, d'arriver à Ngaoundélé et de partir de Ngaoundélé pour Garoua et Maroua, je suis arrivé, il était plus de 20 heures. Donc à l'heure théorique où la circulation était interdite. On a quand même pu, avec deux de mes confrères, arriver en ville et aller pouvoir nous loger également. Et je vous assure que l'endroit où nous étions, moins de 2 ou 3 mois après, c'est là où il y avait, où nous sommes partis nous restaurer quand je suis arrivé dans la nuit. 2 ou 3 jours après, 2 ou 3 mois après, il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu un attentat à ce niveau-là, à Maroua. Je veux dire donc que nécessairement ça pose un problème. Il y a des mesures qui sont prises pour sauvegarder la liberté de circulation, pour sauvegarder la vie des citoyens. C'est le rôle régalien de l'État, la protection des biens et des personnes. Et nécessairement, si ça continue, comme on a commencé avec le sud-ouest, à 18 h apparemment, c'est interdit. Il y a le couvre-feu qui commence parfois de 18 h à je ne sais pas quelle heure. Ça a commencé au nord-ouest de 22 h, etc. Ça va impacter négativement sur la circulation des populations. Et selon le degré de cette insécurité, on peut arriver à ce qui est arrivé dans certains pays, le Zaïre, enfin, la RD Congo par exemple, où on justifie le glissement de calendrier, entre autres, par le fait qu'il y a de l'insécurité dans certains pays. Est-ce que ce ne serait finalement pas là le danger? On a vu ça également au Mali, où à un moment donné, on justifiait le fait qu'on ne va pas faire les élections parce qu'il y a une partie du Mali qui est occupée par les terroristes. Ça peut être une raison, pourquoi pas. Est-ce que ce ne sera pas là justement le danger? Est-ce que ce n'est finalement pas vers là que tendent ces sécessionnistes-là, rendre illégitime le pouvoir? Je suis pas dans leur tête. Je suis pas dans leur tête et je ne crois pas qu'ils aient forcément fait une telle analyse. Je suis pas sûr. Parce que pour le moment, leur capacité de nuisance pour moi n'est pas si grave, n'est pas aussi grande que ça. Tout à l'heure, en arrivant ici, je regardais sur les réseaux sociaux et j'ai vu un titre, on a arrêté les armes, on a trouvé un stock d'armes dans le sud-ouest. Tout de suite, j'ai ouvert, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est les haches, c'est les machettes, et c'est les trucs comme ça. Il y a quelques petites armes là, mais en fait, ce n'est pas le stock d'armes dont on parlait. Moi, je croyais trouver les je ne sais pas quoi, les grenades et autres. Mais vous savez qu'on a appréhendé bien avant des personnes avec des armes hyper sophistiquées. Je veux dire que, et lorsque on vous dit par exemple qu'hier, il y a eu des attentats, on vous dit les attentats ont été perpétrés avec des bombes artisanales. Mais je veux dire qu'il ne faut pas dormir. Si les gars sont déjà prêts à faire, sont capables de faire les bombes artisanales
avec des extincteurs et qu'on peut désactionner, qu'on peut, je veux dire, activer à partir d'un téléphone, ça veut dire que ils peuvent arriver à des bombes qui soient plus artisanales, qui soient vraiment des véritables bombes qui feront des carnages. Et il faut éviter cela. Et il faut éviter cela. Mais moi, je ne pense pas que ce soit forcément par la répression. On peut éviter cela d'abord, par le renseignement. Il faut que les populations, même du sud-ouest, se sentent concernées par leur propre sécurité. Qu'ils se disent qu'eux, ils veulent rester au Cameroun, même s'ils veulent par exemple avec nous au Cameroun, mais qui n'ont pas intérêt à ce que les bombes explosent. Lorsqu'on brûle les internats des enfants, mais c'est pas bien. Rien ne peut justifier qu'on interdise aux enfants d'aller à l'école, rien du tout. Même en Afrique du Sud, lorsqu'en 1976, les Steve Biko, on se sont révoltés contre l'enseignement qui leur était. Ils n'étaient pas contre l'école. Ils étaient par contre le fait qu'on leur demandait d'apprendre en afrikaner, qui est une langue de colon. Et que cette langue ne pouvait pas être comme l'anglais. Ils disaient, eux, ils veulent apprendre en anglais. Parce que l'anglais, ça va les ouvrir beaucoup d'horizons. Donc, personne ne peut être d'accord qu'on empêche les enfants d'aller à l'école, quelles que soient les raisons. Vraiment, je vous assure. J'ai suivi des personnes, des compatriotes des zones nord-ouest, sud-ouest, et essayer de justifier cela. Oui, c'est mieux que les enfants se sacrifient aujourd'hui pour que demain ils soient meilleurs. Mais non. J'ai l'habitude de le dire. Il n'y a que le zéro qu'on ne divise pas. C'est-à-dire que si vous commencez à vous diviser au Cameroun aujourd'hui, en disant, nous sommes de l'Amazonie. Dans l'Amazonie, les gars du Nord-Ouest vont se dire, mais c'est nous, nous sommes les plus intelligents, les plus forts, les plus ceci. C'est nous qui allons prendre la tête. Les gars du Sud-Ouest vont vous dire, c'est nous qui avons le pétrole. Nous avons la CDC, nous avons tout. C'est nous qui devons diriger. Ça va encore créer des problèmes. N'oubliez pas qu'il y a notre zone du Nord-Ouest, Sud-Ouest, c'est constitué de 3 ensembles. Linguistiques, enfin, je veux dire sociologiques. Il y a ce qu'on appelle les Grassfields, dans le Nord-Ouest. Et une partie du Nord-Ouest est constituée de Fulanis, les musulmans, vers le haut, vers Diakiri. Dans le Sud, c'est les Sawa, sauf le Libyalen. Le Libyalen qui est non loin de Tchang. C'est un peu le même peuple. Donc, ça peut créer des problèmes également à ce niveau-là. Donc, il ne sert à rien de commencer à faire des divisions. Au moment où, aujourd'hui, nous pouvons partir du Cameroun pour aller au Gabon sans problème, au moment où les grands ensembles se constituent au contraire pour élargir le marché. Tout à l'heure, on parlait de l'économie. Pour élargir le marché. Ce n'est plus le moment des divisions. Il faut noter que lorsque l'OUA naît en 1963, le principe, c'est l'indivisibilité des frontières héritées de la colonisation. Ce principe a été bafoué 2 fois. Une fois à l'issue d'une guerre forte, d'ailleurs les 2 fois d'ailleurs, entre l'Éthiopie et l'Érythrée. La deuxième fois, c'est entre le Soudan et le Sud-Soudan, récemment. Est-ce que la paix est revenue en Érythrée? Pas du tout. Est-ce que la paix est revenue au Soudan du Sud? Non. Vous connaissez l'épisode d'il y a quelques mois, lorsque l'Inde, le vice-président, a dû fuir le pays pour aller ailleurs. Il a failli même être assassiné par le président, je crois, par les partisans du président actuel. Machar, je crois. Donc je veux dire qu'en réalité, nous devons tous concourir à voir un pays qui soit un pays de paix, un pays uni. Dans toutes les familles du monde, il y aura toujours des problèmes. Mais il faut trouver des solutions pour régler ces problèmes. Et ces solutions, ce n'est pas les votes en guerre que j'entends même du côté de mon côté, du côté du RDPC, où les gens appellent les autres les chiens. J'ai entendu les termes dans les télévisions, la télévision nationale parle de chiens ou je ne sais pas quoi. C'est pas normal. C'est la liberté de ton, non? Non. Vous êtes dans aucun pays du monde, aucun, on ne permet qu'on dise n'importe quoi. En Grèce, vous savez bien qu'il y avait un parti politique qu'on appelait, je crois, Aube Nouvelle, quelque chose de ce genre, qui a pratiquement failli être dissous. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec les néo-suprémacistes aux États-Unis. C'est condamnable. Il y a une liberté, mais il y a les limites à la liberté. On ne peut jamais permettre que les gens viennent à la télévision prôner la haine dans aucun pays du monde. On ne peut pas accepter que la radio de Mille Collines soit installée au Cameroun ou la télévision de Mille Collines. Ce n'est pas normal.
J'ai été au Rwanda. J'ai été visiter le mémorial dédié aux victimes du génocide rwandais. Je vous assure, Yves Sandio, vous sortez de là, si vous n'avez pas changé de vue sur l'être humain, vous ne changerez jamais d'avis. Vous comprenez que la paix est importante. Vous dites, je préfère qu'on me gifle, qu'on me fasse du mal et que je laisse, que d'aller prendre la machette. Parce que quand la guerre commence, même pour votre propre voisin, va devenir un loup pour vous. Maître Joseph-Claude Biliga, j'aimerais qu'on sorte de ce sujet en évoquant un sujet en rapport avec pardon, le budget d'investissement public. Oui. Vous avez été, il y a peut-être longtemps, vice-président du comité de suivi du budget d'investissement public pour le Vauris, la date déjà. Mais j'aimerais qu'on saisisse quand même l'opportunité de votre passage à ce poste de responsabilité pour comprendre ce qui coince en matière de consommation des budgets d'investissement public. J'ai été pendant 6 ans. Mais jusqu'à, je crois que pour le moment, on ne m'a pas encore officiellement dit que je fais partie du comité de suivi. Parce que vous attendez que qui vous notifie cela? Non, généralement, je le sais. C'est-à-dire qu'on m'invite lors des comités, on me sort je veux dire, la décision qui me nomme. Depuis 2 ans, je n'ai pas eu de démission, mais je participe, on m'invite au comité. Alors je m'étais renseigné. C'est quoi, c'est l'inertie? J'avais demandé au délégué régional pourquoi est-ce que je ne recevais pas le test que j'avais avant. Il m'a dit non, ça pose aucun problème. L'essentiel c'est que vous soyez invité, etc. Donc, est-ce que j'en fais encore partie? Je suis un juriste. Je n'ai pas eu la peine de lui demander parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. Donc, ça fait depuis pratiquement 10 ans ou 11 ans que je suis dans le comité de suivi de l'investissement public. Pendant 6 ans comme vice-président et comme président par intérim. Parce que lorsque le premier président est mort, Maître Makembe qui était député, moi j'ai été vice-président, j'ai assuré l'intérim pendant 1 année. Alors, le sujet sur le débat sur l'exécution est un débat suffisamment dense, hein, un peu. Il y a beaucoup de raisons. Certains voient la corruption, moi je ne vois pas tellement la corruption. Il y a, pour qu'un budget soit bien exécuté, pour qu'une nation soit, pour qu'un projet puisse être bien exécuté, il faut qu'il soit bien pensé. Il faut qu'il soit bien pensé, que le contrôle, le suivi puisse être effectué d'une manière sérieuse, pas un suivi seulement sur papier, sur pièce, il faut qu'il y ait un suivi sur le terrain de ce projet et que tout le monde s'implique. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Très régulièrement, les projets n'arrivent pas à être réalisés jusqu'au bout. Donc parce que ceux qui ont conçu le projet, qui ont fait les dossiers d'appel d'offres, se sont gourés, se sont trompés. On fait les dossiers d'appel d'offres qui ne peuvent pas être véritablement utiles dans l'exécution du projet. Il peut arriver également que les personnes qui prétendent avoir, qui ont gagné le marché, ont donné de l'affirmation qui sont fausses, notamment sur la capacité financière, notamment sur le fait qu'ils ont visité le site du projet. Je vous donne un exemple, un autre exemple, enfin un exemple. Vous imaginez que lorsqu'on veut construire les salles de classe à Douala, jusqu'à tout récemment, on ne sait pas si ça a changé, une salle de classe construite à quoi? C'est le même montant qu'on a fait pour construire la même salle de classe à Manoka, l'île de Manoka. Or, pour amener un sac de ciment à l'île de Manoka, vous payez au moins le double de ce que vous achetez pour le faire, pour l'utiliser à Douala. Pour transporter le sable, je dis le sable, on le prend à Douala pour l'amener à Manoka parce que c'est la mer. Et le sable de la mer, c'est un sable qui a du sel. Pour y aller, vous devez transporter du gravier dans des sacs. Vous arrivez donc à Youpé. De Youpé, on transporte dans les pirogues. Vous arrivez au débarcataire à Manoka. Et sur 1 ou 2 kilomètres, vous arrivez au Turc. Donc le coût de réalisation du projet est tellement important que sa personne qui s'aventure à aller gagner un marché là-bas, très vite abandonne le marché. Soit elle abandonne le marché, soit elle fait n'importe quoi. Ces personnes qui sont chargées de contrôler ne peuvent pas y aller
Parce que le budget qui devait être affecté pour leur permettre d'y aller, ils n'ont pas. Il n'y a pas d'argent pour pouvoir le faire. Ils ne peuvent pas le faire de leur poche. Est-ce que le ministère des marchés publics aujourd'hui n'apportait pas un début de solution à ce que vous décriez là? En principe, c'était l'objectif. C'était l'objectif de permettre, c'était que le ministère puisse. Mais vous savez, nous sommes des Camerounais. Beaucoup d'autres ministères ont considéré en fait le ministère des marchés publics comme un empêcheur, entre guillemets, de bouffer en paix. Comme un concurrent. Comme une structure qui est venue phagocyter tout ce qu'ils avaient à faire. Vous savez bien que avant le ministère des marchés publics, les dossiers d'appel d'offres, etc., étaient faits dans les ministères. Or, on a centralisé. Tout ça, c'est l'essentiel, parce qu'à un moment donné, on a été obligé de lâcher du lest pour décongestionner un peu le ministère, parce que c'était pratiquement impossible. Donc, ça fait donc qu'il y a eu des bâtons, entre guillemets, dans les roues qu'on a pu mettre dans ce ministère qui n'a pas permis qu'on puisse travailler. Et l'autre problème qui s'est posé, et c'est né de la décentralisation, c'est que lorsqu'on était dans le système de la déconcentration, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir central qui délègue ses pouvoirs au ministère, les ministères délèguent les pouvoirs aux préfets qui sont les maîtres d'ouvrage délégués. Les préfets sont les patrons des sectoriels, dans les délégués départementaux des travaux publics, délégués départementaux du ministère des Mines, etc. Ces préfets, donc, étant leurs supérieurs hiérarchiques, sont les personnes qui les notent. Donc ces personnes, je veux dire, ces sectoriels, pouvaient donc travailler sous le contrôle du préfet et donner, par exemple, préparer les dossiers d'appel d'offres, faire le suivi sur le terrain avec les ingénieurs de contrôle de réalisation des projets. Lorsqu'on fait la décentralisation, c'est les mairies qui ont maintenant la charge de pouvoir réaliser les projets, lesquelles mairies n'ont aucun pouvoir sur le sectoriel, qui eux dépendent du ministère central, je veux dire de l'État central. Vous comprenez? Donc à un moment donné, il y a eu des blocages. Alors on a été obligé à un moment donné donc à faire revenir ces sectoriels pour pouvoir donner un coup de main au ministère, naturellement, je veux dire aux mairies, naturellement moyennant, même de manière pas officielle, des rétributions. Lesquelles rétributions les communes n'ont pas. Comme je vous l'ai dit, les communes n'ont pas un budget pour ça. C'est-à-dire que le budget de la commune n'a pas... Dans le cas où on fait un budget de la commune, on vous dit on a 200 ou 300 millions, mais dans les 300 millions, les ressources propres de la commune ne sont même pas de 10 millions. Si on voulait faire le vrai budget de la commune, on serait peut-être à 10 ou 15 ou 20 millions, en tenant compte de ce que le FECOM donne comme centimes additionnels communaux, et en tenant compte également des ressources, de la fiscalité locale que les communes peuvent avoir, les taxes de stationnement, taxes d'abattage, taxes de ceci, qui permettent quand même à la commune de vivre. Des impôts et autres, ça ne permet pas. Je veux dire, lorsqu'on regarde pour une commune comme la mienne, il n'y a rien. Donc l'argent qui vient dans le cadre de transfert, qui permet de gonfler en fait l'enveloppe budgétaire de la commune, cet argent, la commune ne l'utilise pas parce que ce n'est pas le sien. Les communes l'utilisent pour les projets clairement identifiés et n'a même pas un franc, entre guillemets, je veux dire une somme pour pouvoir, par exemple, même procéder au suivi sur le terrain de ces réalisations. On a pu mettre en place des comités d'arrondissement de suivi du budget d'investissement public. C'est-à-dire que dans chaque commune, on demandait au maire, soit lui-même, soit à quelqu'un d'autre, de désigner une personne et de faire un comité et on leur affectait de l'argent. Dans le littoral, on avait, je crois l'année dernière, on a affecté 1 million pour les communes, par commune. Vous imaginez bien. Dans une commune comme celle dont je suis originaire, où je suis conseiller municipal Ndom, où les routes n'existent pas, pratiquement pas, si vous avez allé vérifier, faire le contrôle des projets dans la zone, vous ne pouvez pas avec 1 million, même avec 2 ou 3, 4 millions par an. Vous ne pouvez pas. Même lorsque vous allez demander aux gens de venir faire les réunions, c'est pas comme à Douala où je vais prendre un taxi à 200 francs. Est-ce que cela veut dire, Maître Joseph Claude Biliga, que ces comités de suivi ne servent finalement à rien?
Non, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Moi, je ne pourrais jamais le dire. Parce que je vous l'ai dit, quand j'étais, c'est pas pour me jeter les fleurs, quand nous étions présidents, membre de vice-président de Turc, nous avions instauré à Douala les visites sur le terrain. Et nous annoncions, on écrivait aux responsables, nous venons dans votre commune, dans votre chantier, visiter ce chantier tel jour. Je vous assure que les gens se mettaient au travail. Ils se mettaient au travail les sectoriels, c'est-à-dire les délégués de travaux publics et autres, descendaient pour pouvoir contrôler, puis ils devaient nous donner un rapport. Et ils nous accompagnaient. Et on détectait les problèmes, tels que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, le problème au niveau de l'approvisionnement, même en ciment ou autre, on l'a vu dans certains cas, où il n'y avait pas de ciment, et or il y avait un délai pour pouvoir construire les salles de classe, on ne pouvait pas les faire passer avec pas de ciment. On a pu régler. On demandait au gouverneur ou au préfet, on a un problème de ciment, il faut dire à la société qui vend du ciment de pouvoir livrer du ciment à tel endroit. Voilà les problèmes simples. Parfois, c'est des problèmes de site. On dit par exemple que tel village a obtenu un CES. Aucun villageois n'est prêt à donner son terrain pour qu'on construise la salle, ou bien un centre de santé intégré, pour construire ce centre de santé intégré. Or, le budget, c'est pour une année. Il y a au mois de novembre, il y a ce qu'on appelle l'arrêt des engagements. Si vous ne faites pas cela à ce moment-là, ça pose problème. Et un autre problème qui se pose au niveau de l'éducation du budget de l'investissement public aujourd'hui, c'est l'année budgétaire. Vous savez que avant l'année budgétaire commençait le 1er janvier, s'achevait le 31 décembre. Lorsqu'on lançait, non, il commençait le 1er juillet, terminait le 30 juin. L'année commençait donc, je veux dire, en période pluvieuse. Toutes les études, la procédure, pour faire les passations de marché public, etc., appel d'offres, etc. Lorsqu'on arrivait pour signer les contrats et engager les travaux, on était autour du mois de octobre-novembre, au moment de la saison sèche. On avait donc de octobre à novembre beaucoup de temps pour pouvoir réaliser le projet avant que la clôture de l'année n'intervienne. Aujourd'hui, l'année commence le 1er janvier. Le temps qu'on commence à faire la procédure est fini autour de mai. Les pluies commencent. Au mois de juillet, on ne peut plus travailler. La rentrée scolaire, c'est en septembre. C'est pas vous comprenez. Donc, on se retrouve là, en train d'être incapable de finir un projet. Pas parce qu'on ne voulait pas, mais c'est parce que les conditions atmosphériques ne permettent pas que l'on le fasse. Il y a une autre chose. Il y a cette question d'argent. Il y a cette question d'argent. Vous allez dans les finances, vous savez, l'histoire de 30%, vous le connaissez. Lorsque quelqu'un gagne un marché public, il enregistre le marché public à 5%. Il rétrocède, entre guillemets, un pourcentage plus ou moins déterminé à la personne qui lui a confié, qui a permis de gagner le marché. Il se prend lui-même sa part comme bénéfice. Qu'est-ce qui reste? Rien. Donc le travail qu'il va effectuer sur le terrain sera un travail pratiquement médiocre. Le ciment qu'il va utiliser, le dosage qu'il fera ne sera plus le bon dosage. Les fers qu'il va faire ne pourra pas. Ce contrôle devait être effectué par les sectoriels. Ils n'ont pas le temps d'effectuer. Moi, je me rappelle qu'une fois, on est arrivé dans une école primaire où les sectoriels ont trouvé qu'on avait déjà conçu tous les pratiquement, alors que avant de commencer, avant de faire la fondation, on devait contrôler et s'assurer que la fondation, je veux dire que la profondeur obéit aux normes. Que le ciment qu'on a tourné a été tourné dans des conditions techniques convenables. Mais quand on arrivait, on trouvait que le monsieur avait à commencer. On a dû apporter des appareils pour vérifier si le ciment avait été bien dosé à partir des appareils. À un moment donné, on se disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il casser et empêcher aux enfants d'aller à l'école? Ou faut-il accepter ça comme ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour booster le taux de consommation des budgets d'investissement public qui doivent se traduire par des réalisations pratiques? La première chose, c'est d'alléger. D'alléger la procédure d'appel d'offres. La procédure d'appel d'offres est longue. Elle est longue. Vous noterez que la plupart du temps, c'est l'appel d'offres, on dit toujours en urgence. On a érigé en principe l'exception qui était l'urgence. C'est-à-dire qu'on ramène maintenant les délais.
de tenue de la commission de passation des marchés publics, etc. On essaie de les réduire en procédure d'urgence. Alors qu'on peut bien, même lorsqu'il s'agit des marchés publics, essayer de diminuer les délais pour que on arrive très vite à signer l'ordre de mise en chantier, quelque chose de ce genre, et pour que le travail puisse être fait. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est le blocage au niveau des finances. Parce qu'il y a certains contrats où on demande de l'avance de démarrage. D'autres où c'est la personne elle-même qui avance et qui commence des travaux et qui se fait payer à travers, par un certain nombre de décomptes qu'il produit. Mais pour que ces décomptes soient payés, il faut que les personnes signent. Ces personnes conditionnent leur signature au paiement d'une certaine somme. C'est pas vous comprenez. C'est un engrenage. C'est-à-dire que combattons la corruption, facilitons les procédures, essayons de les rendre moins longues et moins opaques, et conscientisons les personnes qui doivent travailler. Combattant justement la corruption liée et l'unité de mesure semble être donc les marchés publics où ce phénomène est visiblement très présent. Mais dans la vie sociale, de manière générale au Cameroun, c'est un réel problème. Vous avez travaillé sur cette question. Je voudrais peut-être vous poser cette question naïve. Pourquoi le Camerounais est corrompu? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, on a souvent pensé qu'on est corrompu parce qu'on est... les besoins les besoins sont supérieurs aux revenus. Mais je vous assure, aucune personne n'est satisfaite de ce qu'il gagne, de ce qu'elle gagne. Aucune. Il y a des pays ici, comme le Burkina Faso, où les gens ne gagnent pratiquement rien, où tu vois un directeur rouler en moto, etc., parce qu'il estime que l'argent qu'il gagne, c'est la moto qu'il lui faut, et non une grosse voiture et autre. Nous, les Camerounais, chaque Camerounais considère son poste de travail comme un poste de péage. Comme un endroit où il doit pouvoir arnaquer ses compatriotes qui viennent demander un service. De manière générale, je donne un exemple vraiment banal. Dormez dans un hôtel, laissez votre voiture le matin, vous trouvez quelqu'un qui a lavé la voiture. Maintenant, à Douala, il y a même des gens qui ont privatisé les parkings. Vous voulez garer devant un endroit, vous trouvez que les gens ont mis les morceaux de bois, les roues de trucs. Et vous vous dites, c'est peut-être qu'il protège pour son patron. Mais dès qu'il vous voit, la personne vous dit, venez, vous voulez garer, elle enlève le truc, vous garez. Et vous payez. Vous arrivez dans une structure, vous regardez la personne, vous regarde. Elle s'attend à ce que vous lui donnez quelque chose. Si vous ne donnez pas, elle vous dit, mais vous ne comprenez pas, vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est sorte que les Camerounais sont arrivés à un stade où, lorsque vous allez être dans un service public et qu'on vous rend un service, vous avez honte de partir sans laisser de l'argent. Vous commencez à vous excuser, vraiment, je n'ai pas de l'argent sur moi, alors qu'on ne vous a rien demandé. Parce que dans votre tête, vous êtes conditionné, vous savez que rien ne se fait sans qu'il y ait de l'argent. Nous avons notre adage, la chef broute là où elle est attachée. C'est-à-dire on estime que là, on vous a donné un poste, l'article 2 vous permet de pouvoir anarquer ceux qui sont là, de pouvoir vous faire de l'argent. Et si vous n'en faites pas, vous êtes la personne qui est décriée, qui est insultée même par vos propres collègues. À quoi sert la CONAC? La question doit être posée à son directeur. Mais je pense qu'il donne très régulièrement, il donne des résultats. Le président de la CONAC, je crois. Très régulièrement, le président Massagam donne des résultats de la CONAC. Il dit ce qu'il est en train de faire. Mais c'est un travail qui est important, qui est difficile. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer les prérogatives de cette CONAC-là? En quoi faisant, par exemple? L'associer une mission coercitive, par exemple. Et vous croyez qu'il n'y en a pas? Il y a les rapports qu'il fait, qui permettent d'enclencher les procédures pénales contre les gestionnaires des crédits, par exemple. Il y a l'ANIF, l'Agence nationale d'investissement financier, qui a des pouvoirs, qui peut enclencher une procédure, qui travaille en collaboration avec des avocats, avec ce qu'on appelle... Et de manière pratique, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi le combat reste? On a l'impression que c'est une tâche herculienne. Ouais. C'est le regard de l'observateur avisé. Non, vous savez, je ne voudrais pas me rejoindre en donnant des leçons. Hein. Je suis un peu surpris. Je constate comme vous.
Parce que je vous l'ai dit, on aurait pu penser que c'est la pauvreté. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui continuent à anarquer, qui continuent à exiger pour signer un acte qu'on lui donne de l'argent, qu'on leur donne de l'argent. Donc c'est pas ça. Je crois que c'est une question de mentalité. Nous sommes habitués à vivre au-dessus de nos moyens et nous sommes prêts à tout faire pour pouvoir vivre au-dessus de nos moyens. Je pense qu'il faudra qu'il y ait un travail. Il faut qu'il y ait un travail fort. Il faut qu'il y ait un travail d'éducation peut-être civique, que ça rentre, c'est pas assez suffisant, et qu'il y ait une sorte de changement de mentalité, qu'on intègre que le fait que le bien, le public n'est pas son propre bien. Moi, la corruption qui me fait le plus mal, c'est pas celle pour laquelle les gens sont en prison, là, les gens de l'opération Épervier. Elle n'est pas mauvaise. Elle nous a privés peut-être des écoles, des hôpitaux et autres. Mais également, tout à l'heure, on parlait du fonctionnement. Et ces dépenses somptuaires également nous privent des écoles. Lorsque les gens vont dans la mission et gagnent beaucoup d'argent, alors que cet argent pourrait plus servir à construire des écoles. Mais la corruption qui, pour moi, fait beaucoup plus mal, c'est cette corruption qu'on vit tous les jours à l'hôpital. Vous arrivez avec votre malade qui est malade, votre personne qui est malade, et alors on vous exige de donner de l'argent, acheter de savon pour qu'elle accouche. C'est pas grand-chose. Mais vous pouvez ne pas avoir de savon. Vous pouvez ne pas avoir de quoi acheter le microchrome, je ne sais pas quoi, ou les bandes, excusez-moi un peu les termes médicaux. C'est cette corruption qui veut qu'on vous dit qu'il y a le contrôle routier partout, et vous voyez passer devant vous une voiture avec 3 personnes devant, 4 derrière ou 5 derrière, passer devant les contrôles. Et lorsque vous passez, on vous stoppe pour vous demander, grand, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Vous ne voyez pas qu'il fait chaud, donnez-nous à boire, quelque chose de ce genre. Ces personnes qui viennent de vous dépasser, quand on laissez passer, en surcharge, vous apprenez quelques temps après, ils ont fait un accident, il y a eu 5 ou 6 morts. Ça fait plus mal, cette corruption-là. Elle est plus visible, elle est plus... C'est cette corruption qui... Vous entendez parler, on ne peut pas en lorsque sortir. Vous allez signer votre... On ne peut décidément pas en vous voulez faire une déclaration de naissance pour votre enfant, vous exige 3 000, 4 000, alors que c'est gratuit. C'est cette corruption-là qu'il faut combattre dès la base. Est-ce qu'on peut en sortir? Ou du moins, est-ce qu'on peut le réduire? On doit s'en sortir. On doit en sortir. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fétisme dans la vie. Il faut surtout dire on peut, on doit, il faut qu'il y ait une décision politique forte. Et ça va aller. Très bien. J'aimerais qu'on parle de 2 choses à présent. Ça, c'est le côté court et le côté jardin. J'aimerais revenir rapidement sur votre mémoire de maîtrise. Qui m'a largement intéressé, c'était sur la protection des déposants et des emprunteurs dans le système bancaire. Vous avez défendu... Camerounais. Oui, Camerounais, en 1985, très exactement. C'était dans un contexte de crise. Qu'est-ce qu'on peut retenir en réalité? Pas de crise. 85, c'est quand même... La crise à 86, hein? Oui, elle avait commencé. Oui, ajustements structurels. Oui. Attendez, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai jamais rêvé d'être avocat. Très régulièrement, les gens vous disent, quand je dormais, c'était moi pour vocation. Je n'ai jamais eu pour vocation de travailler dans la justice. J'étais excessivement timide, calme, et c'était difficile pour moi de faire un certain nombre de choses. Il se trouve que lorsque je vais en fac, je vais faire 2 choses dans ma vie. Les banques, l'assurance. Quand je passe ma licence, je suis inscrit à l'université de Grenoble pour aller faire des assurances avec le professeur Groutel, Hubert Groutel. Il se trouve que j'ai été retenu pour faire la maîtrise parce qu'il y avait une sélection pour faire la maîtrise. Et là, je dis, ok, ça ne sert à rien que j'aille dépenser de l'argent pour aller en France. Je reste faire ma maîtrise calmement au Cameroun. Et quand je fais la maîtrise, je suis toujours obnubilé par cette idée de banque assurance. La chance, c'est qu'en maîtrise, c'est le professeur Hubert Groutel qui vient de me faire l'assurance. Donc, je suis satisfait. Et je dis, je fais mon mémoire de maîtrise en banque. On ne fait pas les banques en maîtrise cette année-là. Je crois qu'on en a fait avant. Mais cette année, il n'y avait pas de maîtrise. Donc, je me jette dans l'aventure pour faire l'assurance, pour faire les banques. Je me mets donc à apprendre le droit bancaire seul à faire mon mémoire. Et j'apprends une chose qui m'a toujours marqué. Tout à l'heure, on en a parlé un peu, mais sans vraiment y aller en profondeur. C'est notre incapacité, nous les Africains, nous les Camerounais, à réfléchir de nous-mêmes. Donc cette tendance à pouvoir copier le blanc, à singer le blanc. Mon mémoire, je l'ai fait en 85. En 84, il y a 2 lois qui sont votées par le Cameroun qui portent sur les assurances et sur les banques.
Ces lois sont, je crois, en 85 ou 84, je ne sais pas très bien, sont une copie conforme des textes votés quelque temps avant en France. Quand vous les lisez, vous avez l'impression que nos compatriotes Ils ont fait du copier-coller. ont fait du copier-coller. C'est comme ça donc que je commence à faire mon droit bancaire. J'ai fait dans mon mémoire la protection des déposants et des emprunteurs. Le choix de la thématique était motivé par quoi? Une envie simple. Une envie simple de pouvoir, comment je veux dire ça, peut-être que, sans le savoir, quoi, je me destinais à ma profession d'avocat, je ne le savais peut-être pas. Parce que je ne vis pratiquement que de banque aujourd'hui et de l'assurance. Donc ça vous a beaucoup servi dans l'exercice de la profession qui est la vôtre aujourd'hui. Beaucoup. Je fais pratiquement 80% de mon chiffre d'affaires en banque assurance, essentiellement. Très bien. J'aimerais qu'on parle d'un dernier sujet pour sortir notre phase d'échange ce mardi. Vous êtes membre du Rotary Club. Ouais. C'est quoi? C'est une organisation de bienfaiteurs. C'est une organisation... Je ne voudrais pas utiliser l'expression qui prête à confusion et qui, au sein de l'opinion... vous savez l'opinion, hein, si vous... Bon, lâchons le mot. Si vous suivez l'opinion, c'est quoi? C'est une secte? Qu'est-ce que c'est être fait? Dites-moi un peu. Un club fermé. J'ai reçu quelqu'un juste en face de vous qui disait que c'est un endroit où on prépare la vie avant la mort. Non, mais laissez les gens dire n'importe quoi. Ici, ça vient. J'ai, depuis quelques mois, je crois que vous le savez, puisque je vous l'envoie tous les jours, je sors des réflexions, des pensées chaque jour, quotidiennes, qui sortent d'un livre qu'on appelle Être zen un jour à la fois, écrit un livre de Hervé Dubois, tous les jours. Au début, je les envoyais comme ça. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas moi-même en profiter pour réfléchir? J'ai commencé à réfléchir, à sortir. Chaque fois que j'envoie le test, moi-même, je sors ma propre réflexion que je mets avant. Et dans l'une des dernières réflexions, j'ai dit « Mboutnasik », pour reprendre l'expression du musicien Lapéro de Banga. L'ignorance est une grosse maladie. Et elle est tellement plus grosse que ceux qui sont ignorants même ignorent qu'ils sont malades. Moi, je découvre le Rotary à travers un ami. Je sais qu'il avait dit que le Rotary, c'est une secte par lui aussi. Maître Kengoum Célestin. Il est avocat stagiaire à l'époque, je suis avocat stagiaire. Et il me parle du Rotary, des jeunes du Rotary, le Rotaract. Je refuse d'y aller pendant 2 ou 3 ans. Mes autres confrères, je ne les citerai pas ici parce qu'eux, ils sont dans le Léo, c'est-à-dire les jeunes du Lions Club. Un jour, ils m'invitent à une soirée, d'abord à une cérémonie, la marche du cœur, qui devait avoir lieu à une marche du cœur, à une action, qui devait avoir, dont la chute était au collège Liberman, catholique. On est donc parti là-bas, on a fait la marche, et le soir, il y avait une soirée de gala dans un hôtel de la place. Je les avais parlé de Lions Club, des idéaux de Lions Club. Ça m'a intéressé. Je suis donc rentré voir Maître Kengoum pour lui dire, tu m'avais parlé d'une association qu'on appelle le Rotaract, les jeunes de Rotary, je suis prêt à y entrer. Quelle est la devise? Je suis entré. Servir d'abord. La deuxième devise. En anglais, non, attends, laisse-moi. En anglais, service above serve. Ça veut dire quoi? Mettre le service de l'autrui au-dessus de soi. La devise. Mais Joseph Claude Biliga, il y a une seconde devise, n'est-ce pas? Non, il n'y en a aucune autre. Il n'y a aucune autre. Aucune seconde devise. Laquelle? Dites-moi. J'ai entendu dire qu'il y avait une devise qui parlait justement de se mettre au service de l'autre, avec l'opportunité que cela vous soit plus utile après. Mais pas du tout. L'histoire est celui-ci. On dit, celui qui sert bien profite plus. En quoi il profite plus? Je veux juste comprendre. C'est justement ce slogan qui semble m'intriguer. Qu'est-ce que vous profitez? Ça ne devait pas vous intriguer. C'est-à-dire que, moi je dis, ce n'est pas un profit financier. Parce que le principe, c'est comme on n'a pas dit. C'est que l'une des déclarations du Rotarien, c'est qu'il dit que je ne ferai jamais profiter à un Rotarien un bénéfice, lui faire bénéficier d'une chose que je ne donnerai pas à une autre personne. C'est-à-dire que, contrairement à cette association, le Rotarien ne n'aide pas pour pouvoir avoir un bénéfice pour lui-même. Il donne pour les autres. Vous, quand vous faites l'association des anciens de Bayangam, donc c'est un bon philanthrope. Je vous explique. C'est un bon philanthrope. Lorsque vous faites une association de Bayangam, par exemple, vous voulez aider vos frères du village. Vous faites l'association des journalistes, vous voulez vous aider entre vous, comme vous êtes malade, etc. Le Rotary, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas des mendiants. Mais vous nous avons un minimum. Vous avez tellement, vous donnez et... On n'a pas tellement, ce n'est pas une question de tellement.
Et vous en attendez rien en retour. Vous me posez la question, je vous réponds, vous ne pouvez pas vous pouvez parler fort. Non, non, je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre. Non, vous partez avec des a priori. Je vous dis, je vais vous raconter une histoire. Il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, quand j'étais président pour la deuxième fois, j'étais président il y a 20 ans dans mon club Rotary. C'est ça depuis plus de 30 ans que je suis au Rotary. Bon, on fait battement 30 ans. Il y a cela, l'année dernière, j'étais président d'une troisième fois. Et j'avais mis en place, quand j'étais président pour la première fois, ce qu'on appelle la soirée du président, où nous invitons des gens qui ne sont pas rotariennes à venir participer avec nous dans un repas à la maison, chez nous. J'ai invité une trentaine de journalistes de Douala. Trentaine. Les seuls journalistes qui sont arrivés sont de votre chaîne. Il y avait 3 ou 4. Duc Wandji, Péry Wandji, Yedna, Montomé, je crois. 3, je crois, il y avait deux autres personnes. Tous les autres, chacun me trouvait une raison pour ne pas venir. Et lorsque j'en parle à une amie, qui est journaliste à Yaoundé, elle me dit, mais Maître Biega, nous n'avons pas compris. Ils ont peur, ils disent que le Rotary, c'est la 7. Je dis, mais attendez, mais de quel genre de journaliste vous êtes? Vous êtes des journalistes d'investigation. Vous êtes supposé l'être. Vous voulez vous informer sur une chose qu'on vous a présenté comme étant une association de magiciens. On vous donne l'opportunité de venir de visu participer à cette association. On a vu des journalistes ici à devenir, à vivre avec les terroristes, avec les opposants pour pouvoir s'imprégner de la philosophie de l'opposition. On vous demande de venir rentrer avec nous. Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. C'est pas amusé. Une autre fois, c'est un peu plus avant, on fait ce qu'on appelle chaque année, qu'on appelle l'opération carrière. C'est-à-dire qu'on réunit les enfants dans une salle. D'ailleurs, moi je l'ai faite. Ça a été d'ailleurs publié dans ça a été plusieurs télévisions. Il y avait plus de 1000 élèves. On fait une opération carrière et nous allons dans un lycée à Douala pour faire l'opération. Et le proviseur nous refuse qu'on fasse l'opération chez lui. Il nous fait tourner en bourrique pendant plus d'une semaine. C'est l'un de ses collaborateurs qui m'appelle, m'a dit, Maître, vraiment, excusez-moi. Chaque fois que vous avez rendez-vous, le patron vient, part 1 minute avant vous ou 2 minutes avant vous, il ne veut pas vous rencontrer. Et quand je reviens le lendemain, il écrit l'école aux écoliers. Je ne termine pas là. On annule cette opération-là. À 2 jours de l'opération, on trouve un établissement privé qui nous accepte. Les 90% des enfants qui étaient à cette opération venaient de lycée. Très bien. Je veux dire que cessons de donner, de penser que les autres qui y vont. Vous croyez que le Rotary qui est dans plus de 125 pays du monde, tous ces dirigeants, dernièrement, quand le gouverneur du Rotary a été ici, j'étais candidat pour être gouverneur du Rotary. Très bien, mais faites donc connaître votre organisation. Vous avez des espaces. Il a été reçu par le premier ministre du gouvernement. Vous avez des espaces, et l'opportunité de faire... de dire les choses que vous ne savez pas. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est magicien, qui va tous les jours aller sur le président de la République, sur le ministre... Je ne pense rien, je ne fais que répercuter les questions que se pose le commun des mortels. Le Lions Club et le Rotary sont reconnus à l'ONU comme étant des associations. Vous croyez que c'était... Comme beaucoup d'organisations de ce type-là. Non, il n'y a pas d'organisations secrètes qui sont dans le Rotary. Je n'ai jamais dit ça, c'est vous qui l'affirmez. Je n'ai jamais fait une telle affirmation. Merci, Maître Joseph-Claude Biliga, d'être venu dans le cadre de notre phase d'échange ce mardi. Je rappelle que vous êtes donc avocat au barreau du Cameroun, ex-trésorier de l'ordre des avocats, conseiller municipal de la commune de Ndom, membre de plusieurs organisations et organismes, et évidemment, vous militez ou alors vous êtes au sein de cette association, ce club, qu'est le Rotary Club. Je le précise, mille fois merci d'être venu ce mardi sur les antennes de la télévision du Monde. Merci de nous avoir suivis. Allez, passez une très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve mardi prochain.